Vous aussi, vous avez trop hâte des Jeux Olympiques de Paris? Moi, de fou. Je m'entraîne aux 100 mètres, j'ai fait 38 secondes la semaine dernière, donc sky is the limit, comme on dit. On vise la médaille maintenant. Salut la team, j'espère que vous allez bien. Dans moins d'un an, on va avoir les Jeux Olympiques à Paris. Et on espère tous qu'il y ait des Français qui ramènent la médaille à la maison. Enfin, des Français qui récupèrent la médaille à la maison. Enfin, des Français qui gagnent quoi, t'as compris. Et au milieu des Teddy Riner, Clarisse Agbenienou et Kevin Mayer qui sont des athlètes établis et dont on va beaucoup parler ces prochains mois, on a des pépites qui sont moins connues mais qui ont toutes leurs chances de performer. Dans cette première partie de la série, je vais vous en présenter 5 qui ont pour moi une vraie chance de se montrer et que je vais soutenir à fond. Parce que vive la France, putain! Ils ont tous moins de 25 ans et tout l'avenir devant eux, donc ces JO ne sont pas une fin en soi, même si j'imagine qu'ils vont avoir une saveur particulière pour eux. Donc je vous encourage à être sympa avec ces athlètes et ne pas trop leur mettre la pression. Voilà, maintenant je suis responsable d'une vraie communauté et j'aime pas trop me mettre en avant, mais cette vidéo va sûrement encore faire le buzz, donc on y va mollo la team. Après ça va me retomber dessus. Bref, c'est parti pour le premier épisode de Road to Paris 2024, 5 pépites françaises à suivre, partie 1. Et on commence avec quelqu'un d'unique, Sacha Zoya, 21 ans. Alors, c'est pas un athlète comme les autres, ça c'est sûr, car il est très polyvalent, mais il est vraiment unique car il est franco-australo-zimbabwéen. T'en connais beaucoup toi? 3 nationalités, 3 continents, belle perf quand même. Mais c'est pas sa seule belle perf, loin de là. Déjà il avait le choix, et il a choisi la France, donc ça c'est une autre belle perf, parce que vive la France putain! Mais surtout, il n'a que 21 ans et depuis petit, il a testé à peu près tous les sports et il était à peu près super fort en tout. En fait, il a des prédispositions de très haut niveau et une capacité à contrôler son corps exceptionnelle. Du coup, il danse super bien. Et bon, faut avouer qu'il est très beau gosse aussi. Quoi, je suis pas amoureux, hein, c'est juste pour dire qu'il a tout d'une future star. Yo, it's been nuts, it's crazy. My phone for flows, call the flows of flown is contagious rabies. Dog's been biting lately, been rough and tough, I might go Swayze. Enough's enough, our man try play me. Spiral pen, them man can't slay me. I spit fire off top like Hades. En tout cas, c'est vers l'athlétisme qu'il s'est vraiment concentré, et en catégorie jeune, il a à peu près tout gagné en 200 mètres, 110 mètres haies, mais aussi saut à la perche. Un petit exemple comme ça, à 16 ans, il a battu le record du monde des moins de 18 ans d'Armand Duplantis. Il a quand même sauté 5 cm plus haut que celui qui est devenu le meilleur perchiste de l'histoire. En vrai, rien n'aurait dit qu'il aurait pu faire de l'ombre à Armand Duplantis chez les seniors, mais ça aurait pu être un perchiste de très très haut niveau. Je parle au passé car après avoir fait le choix de la nationalité sportive française, au quotidien, Sacha Zoya vivait entre la France et l'Australie. Et les grosses mesures sanitaires en Australie ont fait qu'il n'a pas sauté pendant quasiment 1 an et demi, donc il a alors dû se concentrer sur le sprint et les haies, car il avait passé trop de temps sans s'entraîner à la perche. De toute manière, dans le reportage Intérieur Sport sur lui disponible sur Canal, ses entraîneurs expliquent qu'à un moment, il devait faire un choix pour exceller dans l'une des disciplines. D'ailleurs, je vous conseille de regarder le reportage, il est vraiment cool. Bref, pour t'expliquer le niveau du gars, à 18 ans, il fait les championnats de France senior de 200 mètres, mais juste pour se tester. Il termine vice-champion de France pour 1 centième derrière Amaury Golitin. Mais après la course, Sacha n'est pas content, il est déçu de son virage car il estime qu'il aurait pu mieux faire, ce qui est vrai, et ça témoigne beaucoup de ses qualités. Et l'année d'après, il est champion du monde sur 110 mètres haies en explosant le record du monde. Ah, il a vraiment explosé, hein. À la base, le record de Willem Bellossian était de 12,99. En demi, Sacha fait 12,93 et en finale, 12,72. Soit plus de 2 dixièmes en dessous du record, ce qui est vraiment énorme. Mais malgré tout ça, tout n'est pas rose pour lui et c'est en ça que ce type de reportage est vraiment intéressant. Il est expliqué qu'il a traversé un passage difficile car il n'a pas forcément bien vécu de vivre loin de l'Australie, là où il avait tous ses repères. En plus de la pression qu'impose son statut d'enfant prodige, il aurait même pensé à arrêter sa carrière, mais aujourd'hui il est sur la bonne voie, il veut performer au plus haut niveau, et il explique ne plus être à la quête de l'exploit, mais du bonheur, et tant mieux. C'est là que s'arrête le reportage, mais depuis il a commencé à concourir en 2022 avec les seniors. Mais le problème, c'est que le 110 mètres haies, c'est sûrement le sport où l'adaptation est la plus difficile. Je m'explique. En junior, les haies font 99 cm, ce qui est déjà très haut. Mais en senior, tu rajoutes 7 cm et ça fait vraiment la diff. Pour pas trop freiner dans la course, les gars passent juste au-dessus de la haie, quitte à la frôler. Donc si tu frôles à 99 cm, tu tapes à 1m06. Et c'est ce qui s'est passé sur la dernière haie des finales des championnats d'Europe où il a terminé à la 8ème place après qu'il soit tombé. En tout cas, si on est honnête, pour les JO de Paris, ça risque d'être compliqué d'aller chercher une médaille vu le niveau des autres gars en 110 mètres haies. Mais bon, il est très jeune et pour le coup, lui, on ne connaît pas ses limites, donc il va être très intéressant à suivre. Autant en tennis, je donne pas cher de notre peau, en 110 mètres haies, on a quand même de quoi faire.
en attendant de voir les championnats du monde de Budapest qui arrivent très vite entre le 19 et 27 août, où on croise les doigts pour nos Français, et bien sûr Sacha Zoya. Sacha Zoya qui vient tout juste de conserver son titre de champion de France du 110 mètres haies, alors félicitations à lui et à très vite. La prochaine pépite que je vais vous présenter, c'est Mathilde Gros, 24 ans. Et Mathilde Gros fait partie des histoires de sport que j'adore. À la base, c'est une passionnée de basket qui jouait à un très bon niveau. Elle a donc intégré le pôle espoir d'Aix-en-Provence. Et un jour, dans le cadre d'un entraînement en salle de muscu, elle fait du vélo. Et ce jour-là, elle a a priori donné le meilleur d'elle-même car sa performance a alarmé un des préparateurs physiques qui était sur place et qui a tout de suite contacté la fédération de cyclisme. Mais Mathilde, le cyclisme, ça l'intéressait pas plus que ça. Elle, à la base, elle était là pour le basket, mais ses performances étaient telles que le boss du cyclisme sur piste français a contacté directement ses parents pour lui proposer de basculer dans sa discipline. Là, elle a commencé à prendre les choses au sérieux et elle a donné son accord. Mais ses débuts étaient assez compliqués avec des chutes et du manque de technique. Forcément, à la base, elle s'entraînait pour mettre des paniers, pas pour rouler à 70 km/h. Mais à force de travail et de motivation, elle finit par bien s'acclimater et même à se passionner pour ce sport qui lui était totalement méconnu. L'histoire est quand même folle, mais au-delà de son histoire, Mathilde, c'est une vraie chance de médaille pour les Jeux Olympiques de Paris. Déjà, elle est spécialiste de 2 épreuves, le keirin et le sprint, donc elle a plusieurs chances d'en gagner une. Ah, tu connais pas le keirin et le sprint, hein. T'inquiète pas, elle non plus, elle ne connaissait pas, et maintenant, tout le monde la connaît dans la discipline. On commence par le keirin. En clair, t'as 6 coureurs qui suivent en file indienne un vélomoteur pendant 3 tours de piste. À ce moment-là, il se passe rien. Puis, au bout de 3 tours, le vélomoteur quitte la piste et là, t'as 6 coureurs qui n'ont plus qu'un objectif, 3 tours pour passer la ligne d'arrivée en premier. C'est sympa parce que c'est un mélange de physique, qui a les meilleures jambes, de technique pour savoir se faufiler et utiliser la courbe du vélodrome, et de tactique pour savoir quand et comment attaquer. C'est pas forcément la meilleure stratégie de rester devant pendant les 3 tours, il y en a parfois qui se font discrets et qui attaquent à la toute fin. Bref, Mathilde est spécialiste de cette épreuve, double médaillée d'or au championnat d'Europe, mais surtout spécialiste de sprint, la vitesse en français. Là, c'est plus simple à expliquer. Tu commences par un contre-la-montre sur 200 mètres lancés et si t'es qualifié, tu fais des 1 contre 1 en élimination directe jusqu'à la finale. Cette épreuve est ultra tactique aussi car c'est un peu le jeu du chat et la souris. Ils se mettent parfois presque à l'arrêt pour se surveiller et se surprendre. C'est très sympa à regarder. Et Mathilde, le sprint, c'est vraiment son épreuve. Elle est championne du monde en 2022 et multiple médaillée d'argent et de bronze aux championnats d'Europe. En fait, elle a déjà disputé les JO en 2021 à Tokyo, mais il n'était pas à la hauteur de ses espérances avec une 9e place en vitesse et une 13e place en keirin. À 22 ans, c'est déjà plus que pas mal, mais elle vise plus haut. Malgré ses derniers championnats d'Europe en demi-teinte avec une 4e place en vitesse et une 6e place en keirin, elle fait tout de même partie des grandes favorites pour les JO de Paris. D'ailleurs, si vous êtes intéressé, les championnats du monde de cyclisme sur piste sont en ce moment du 2 au 9 août, raison de plus pour suivre Mathilde de près. Même si la suivre à 70 km/h, c'est pas évident. Là, on va parler d'un diamant brut, Félix Lebrun. Alors on entend de plus en plus parler des frères Lebrun, mais je prends le parti d'en parler individuellement car les deux méritent un focus particulier. Félix Lebrun a aujourd'hui 16 ans, il en aura 17 l'année prochaine, donc normalement c'est plutôt pour les JO 2028 voire 2032, mais Félix il est pressé. Y a pas de t'as l'âge ou t'as pas l'âge, lui tu ne parles pas d'âge, le ping-pong il a changé. C'était tellement hiteuse mon imitation. Bref, au moment où je tourne la vidéo, Félix est 17e mondial et 2e français juste derrière son frère Alexis. Et malgré son jeune âge, il a déjà un bon palmarès, il est vice-champion de France et médaillé de bronze en simple, même s'il a 16 ans. Chut, faut pas lui parler d'âge. Mais ne vous inquiétez pas pour lui, il performe aussi à l'international, notamment en gagnant les Jeux européens cet été, c'est prodigieux. L'Europe, c'est bien, mais au niveau mondial, c'est en Asie que ça se passe. Et ne vous inquiétez pas non plus, déjà l'année dernière, il a pris un set à la légende du tennis de table, le numéro 1 mondial Ma Long, et il a surtout battu le vice-champion du monde 2021, Truls Morgard. Et dernièrement, il a fait quart de finaliste du WTT Star Contender de Ljubljana, en battant notamment le numéro 9 mondial, Darko Djordjic, chez lui en Slovénie. Ses performances hallucinantes font beaucoup parler en Asie, là où se trouve le centre névralgique du tennis de table. D'autant plus que Félix, il a une manière particulière de tenir sa raquette, ce qui a beaucoup surpris les connaisseurs. Il a une prise porte-plume, donc il tient sa raquette comme un stylo. Et ça, c'est une prise populaire en Asie et notamment en Chine, mais assez méconnue en Europe. Donc du point de vue des Asiatiques, c'est très étonnant qu'il se soit si bien approprié cette technique. C'est un peu le brin de folie de Félix finalement.
Pour les JO de Paris, son parcours va être très intéressant car malgré son jeune âge, il a démontré qu'il était déjà très fort et même s'il ne fait pas encore figure de favori, c'est quelqu'un qui sera pris très au sérieux. La prochaine championne n'est pas beaucoup plus vieille, c'est Oriane Berton, une grimpeuse de 18 ans. Et Oriane, elle a une histoire assez similaire à Mathilde Gros, dans le sens où elle n'est pas venue à l'escalade, c'est plutôt l'escalade qui est venue à elle. Un jour, à La Réunion, elle pratique l'escalade pour la première fois, et elle se débrouille très bien. Vraiment très bien, à tel point que le moniteur lui demande depuis combien de temps elle en fait, et il a halluciné quand elle lui a dit que c'était la première fois. Après ça, elle s'est inscrite dans un club et elle a tout de suite performé, donc elle a intégré le pôle espoir d'outre-mer. À partir de là, elle gagne à peu près tous les titres nationaux de sa catégorie d'âge, puis elle devient chez les jeunes championne d'Europe et du monde en difficulté et en bloc. Là, je sais que vous attendez les petites explications, t'inquiète frérot, ça arrive. Le plus simple à expliquer, c'est la difficulté. T'as un mur de 8 à 18 mètres de haut, ça varie souvent. Comme c'est très haut, t'es attaché par une corde et t'as un seul essai. Donc Oriane, si elle veut gagner, elle doit être celle qui monte le plus haut en un temps donné. Le bloc, c'est un peu différent. Là, il y a plusieurs structures à monter avec plusieurs essais. Et ces structures, elles sont beaucoup moins hautes, maximum 4,50 m. Du coup, t'es pas attaché, mais il y a quand même des matelas pour amortir si tu tombes. Ça doit quand même faire mal de tomber à 4,50 m du sol, même s'il y a un matelas. Mais bon, je crois que généralement, c'est moins haut. Bref, il y a plusieurs blocs à monter jusqu'à la prise finale, comme s'il y avait plusieurs épreuves en fait. Et Oriane, si elle veut gagner, elle doit réussir le plus de blocs en le moins d'essais possible. Maintenant que vous avez tout compris de ces deux disciplines grâce à l'œil de moi, un peu à l'image de Sacha Zoya, en professionnel, elle se concentre sur le bloc car c'est la discipline dans laquelle elle performe le plus. Et ça lui a pas fait de mal car en 2 saisons de professionnel, elle a remporté un total de 5 médailles d'argent et une médaille d'or en Coupe du Monde. La Coupe du Monde, pour t'expliquer, c'est une série de compétitions un peu partout dans le monde. Par exemple, cette année, il y en avait 6 pour le bloc, donc avoir 6 médailles de Coupe du Monde à 18 ans, c'est déjà très fort. D'autant plus qu'entre-temps, elle a obtenu une médaille de bronze au championnat d'Europe l'année dernière, donc on va surveiller ce qu'elle va faire au championnat du monde de Berne le 11 août, mais en tout cas, on croit fort en elle. Notre dernière de ces 5 premières pépites à suivre pour les JO de Paris, c'est Romane Dicot. Et elle est un peu plus établie que les autres dans la vidéo car la judokate a déjà goûté à la médaille olympique. Une médaille d'or en équipe avec la France et une médaille de bronze en individuel dans sa catégorie des plus de 78 kg aux Jeux Olympiques de Tokyo. Donc elle a déjà un palmarès bien étoffé. Mais elle n'a que 23 ans donc elle en veut encore plus et elle a totalement les capacités de le faire. Et de toute manière, elle ne s'est jamais fixé de limite. À 17 ans, alors qu'elle est encore ceinture marron, elle participe à ses premiers championnats de France senior. Résultat, elle a été championne de France en battant Émilie Andéol qui était juste championne olympique en titre. Puis j'ai oublié un détail, elle a commencé le judo à 13 ans. Donc elle commence le judo à 13 ans et 4 ans après, elle est championne de France. Mais c'est quoi ce genre de crack en fait? Bref, le titre de championne de France ne l'a pas freinée, donc elle est championne d'Europe à 18 ans. Mais par la suite, elle a eu une période très compliquée dans sa jeune carrière. En 2018, elle se fait une grosse blessure et elle est contrainte de stopper le judo pendant 1 an et demi. C'est énorme. Mais elle revient quand même à temps pour se qualifier pour les Jeux Olympiques avec le résultat que vous connaissez. Et dans la continuité de ces JO, elle est championne d'Europe et du monde en 2022, solide. Malheureusement, elle a raté ses championnats du monde cette année en se faisant éliminer dès le premier tour. Donc je pense qu'elle aura à cœur de performer au championnat d'Europe de Montpellier en novembre prochain. En tout cas, Romane Dicot reste une très belle chance de médaille aux Jeux Olympiques de Paris. À suivre. À suivre comme les 5 prochaines pépites que je vous présenterai. Et oui, c'est déjà la fin. Je sais, je vous vois venir avec Léon Marchand, mais au moment où je tourne la vidéo, on est en plein dans les championnats du monde de natation, donc ce sera pour le prochain épisode. D'ailleurs, dites-moi en commentaire qui vous voulez voir la prochaine fois. En tout cas, si on peut retenir une chose de ce premier épisode, c'est qu'il faut faire tester une multitude de sports aux jeunes, car certains sont peut-être passés à côté d'une grande carrière dans une autre discipline. Sans qu'elles aient testé le cyclisme et l'escalade, on ne connaîtrait sans doute pas Mathilde Gros et Oriane Berton. Donc arrêtez l'excuse des ligaments croisés, maintenant on peut dire « Bah j'ai pas testé le patinage artistique, donc on sait pas si j'aurais pu être champion olympique en fait ». Bref, la team, j'espère que ça vous a plu. On se dit à la semaine pro pour une nouvelle vidéo. Comme d'hab, si vous avez aimé, likez et abonnez-vous si c'est pas encore fait. Ça m'aidera beaucoup dans mon projet. Et merci aussi pour vos retours, ça m'encourage de fou pour la suite. Allez, salut la team!